Mardi 14 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une journée de réflexion sur l'assainissement dans la commune Golfe 5 ce lundi 13 novembre. Cette réflexion a porté sur la responsabilité des citoyens dans la protection de l'environnement pour un développement inclusif et participatif. À suivre dans un instant. Le Nigeria s'attaque aux espèces aquatiques envahissantes. Ceci pour préserver sa biodiversité et son écosystème marin. Et puis les Touvalais sont obligés de quitter leur habitation à cause de la montée des eaux due au changement climatique. L'Australie les accueille à bras ouverts en leur offrant un toit sur son territoire. Le conseil municipal de la commune Golfe 5 a mené une réflexion sur l'assainissement et la protection de l'environnement ce lundi 13 novembre à Lomé. Cette journée de réflexion vise principalement à amener les citoyens conscience de leurs responsabilités dans la protection de l'environnement pour un développement inclusif et participatif. Des séances de partage et d'échange d'idées étaient également à l'ordre du jour. Irène Papadina et Emeka Gatche étaient sur le lieu. Voici leur compte rendu. Débutée avec une prière et l'hymne national, la journée de réflexion a été marquée par le discours de bienvenue du maire de la commune Golfe 5 Abouka Kossi Agbenigan, initiateur de ce projet. Il a tenu à relever l'état insalubre dans lequel se trouve la ville de Lomé, plus précisément la commune du Golfe 5. La question de l'assainissement et de la protection de l'environnement ne dépend pas seulement du gouvernement. Les citoyens doivent en prendre conscience afin d'obtenir une ville plus saine et verte. Les problèmes de l'environnement et de l'assainissement sont des problèmes auxquels font face les villes africaines. Et notre pays, le Togo, connaît aussi ce problème. Le gouvernement togolais, grâce au chef de l'État, fait beaucoup d'efforts pour assainir notre capitale. Mais il se fait que nos comportements ne sont pas au rendez-vous. Ce matin, nous avons ensemble avec les acteurs de développement de la commune, les chefs traditionnels, les femmes des marchés, la jeunesse, les syndicats, les acteurs de tous bords, nous nous sommes retrouvés à une réunion que nous intitulons « Journée de réflexion sur l'assainissement et l'environnement ». Au cours de la réunion, nous avions échangé et on a vu que nous avons encore du travail à faire dans la capitale, sinon chez nous dans la commune Golfe 5. Nous nous sommes retrouvés pour échanger sur pouvoir les stratégies appropriées à adopter pour assainir la commune Golfe 5. Donc, c'est une rencontre d'avertissement parce que nous allons bientôt commencer les actions. Ce ne sont pas des menaces, mais il est question de rappeler les gens au civisme. Une projection comparative de la ville de Lomé a été faite par rapport aux villes de Cotonou et d'Accra. Les membres de la délégation communale qui ont fait le déplacement pour visiter ces deux villes sont intervenus pour témoigner de la pollution qu'on observe dans nos rues et comment œuvrer pour avoir une ville plus propre et verte. Le chef canton d'Aflao Gatli, Togbi Didiolé de Toudis, présent également à cette journée de réflexion, a salué cette belle initiative tout en rappelant la population à œuvrer ensemble pour protéger l'environnement. Je voudrais d'abord saluer cette initiative prise par le conseil municipal de la commune du Golfe 5 pour avoir pensé à impliquer toute la population de la commune à cette journée de réflexion. C'est à la fois une journée de réflexion, mais une opportunité d'éveil de conscience. Nous avons écouté tous les commentaires et surtout comment nous devons nous mobiliser
pour que la ville de Lomé, et plus particulièrement la commune du Golfe 5, puisque c'est de ça qu'il s'agit, soit une commune très propre. Je crois que c'est une invite qui est lancée à tous les citoyennes et à tous les citoyens pour que nous puissions nous mobiliser pour l'assainissement et la protection de l'environnement. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous qui sommes les habitants de cette cité, nous ne devons pas laisser la ville de Lomé comme une poubelle, un dépotoir. C'est un appel à toutes les entités qui constituent la population de la ville du Golfe 5 pour que nous puissions nous retrouver pour réorganiser ce que nous pouvons appeler l'opération Ville propre. Une séance de partage d'idées et de visions a été ouverte dans le but d'échanger avec les parties présentes sur la gestion de nos rues et la protection de la commune. Le représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Kofi Aoufo Dimizou, a félicité le maire de la commune Golfe 5 sur cette belle initiative en faveur de l'assainissement de la ville de Lomé. La population doit prendre conscience de sa part de responsabilité dans le développement de notre pays. La ville d'Anéro a été l'attraction de plus d'une quinzaine d'élus municipaux de la région centrale du Togo. 15 maires des préfectures de Tchaoudjo, Sotougba et Blita ont visité 3 sites dans la commune de Lac 1. Quel était le but de cette visite qui a connu la présence active du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Viva Samana et Emeka Gatche nous donnent les réponses à travers ce reportage. Regardez. Un bon exemple est toujours bien à suivre. Ainsi, le modèle que représente la commune des Lacs 1 en matière de protection de l'environnement et particulièrement de reboisement a attiré la curiosité des élus locaux de la région centrale du Togo. Ils sont au total 15 maires, issus des préfectures de Tchaoudjo, Sotougba et Blita, à visiter 3 sites dans la ville d'Anéro, à plus de 40 km à l'est de Lomé, la capitale togolaise. Cette visite revêt une importance capitale pour le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui était en tête de la délégation. Nous avons pensé que les élus locaux pourront jouer un rôle fondamental. Et l'exemple a été donné par le maire de Lac 1, qui déjà en 2020 a mis en place une forêt communale. Aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes dans cette forêt communale. Nous avons donc entretenu tous les élus locaux, surtout les maires des régions, pour qu'ils viennent voir comment les lacs sont parvenus à mettre en place une forêt communale. Nous nous sommes retrouvés d'abord dans la région centrale, où mes techniciens ont fait des présentations théoriques. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase pratique. Dans la vie, on n'apprend que par l'exemple. Il a eu à leur dire que cela est tout simplement la base d'une telle réussite. C'est surtout la bonne volonté. Il suffit d'avoir une bonne volonté et avoir des personnes qui ont une bonne volonté pour vous accompagner et le reste suivra. Donc nous sommes tous heureux de nous retrouver dans cette forêt communale et nous pensons qu'avec l'exemple qu'on a eu, quand les autres maires vont retourner chez eux, eux-mêmes ils vont déterminer les surfaces et que dans 2, 3, 4 ans, on sera dans ces communes-là pour voir s'ils ont pu tirer leçon de ce que nous avons constaté dans les lacs. D'abord, la délégation des maires s'est rendue dans la localité d'Adjegan sur un espace aménagé de 2 hectares qui abritera le jardin botanique de la ville d'Anéro. Une séance de présentation du site a été faite par le jardinier en charge du site, suivie d'une courte visite. Ensuite, c'est l'espace vert aménagé du centre de lecture de la ville qui a accueilli les visiteurs du jour, suivi d'un court passage dans la salle de lecture pour découvrir le cadre agréable de ce lieu. Enfin, la dernière étape de cette tournée fut la visite de la forêt urbaine d'Anéro, un joyau naturel et agréable qui s'est installé en lieu et place d'un ancien dépotoir. Cette forêt urbaine de moins de 2 hectares qui compte une multitude d'essences d'arbres a émerveillé les élus en visite. Ceux-ci félicitent le bel exemple de leur homologue des Lacs 1, Maître Alexis Akere Bourou, et entendent refaire de même dans leur commune à leur retour.
vous me permettez d'abord de remercier le ministre de l'Environnement pour nous avoir invités à venir s'inspirer de ce qui s'est fait ou ce qui a été fait dans le lac 1. Je félicite mon collègue de lac 1 qui a pu faire ça. S'il n'avait pas fait, on ne serait pas ici. Mais nous nous promettons d'abord pour nous-mêmes et ensuite suivre les consignes du gouvernement qui d'ici, par ces forêts, nous pouvons aussi atteindre l'objectif que le chef de l'État a donné pour notre pays. Planter d'ici 2030 1 milliard d'arbres. C'est une grande découverte qu'on vient d'avoir ce matin ici dans la commune de Lac 1. Et on a constaté que la commune de Lac 1 est vraiment en avance dans le domaine du reboisement. Aujourd'hui, il y a certains plans que nous avons connus que je ne connaissais pas. Et c'est grâce aux efforts du maire de la commune de Lac 1 qui s'est battu pour vraiment nous donner un espace agréable. Et nous tous, nous sommes très émus et nous allons copier pour que nous puissions répercuter cela dans nos communes. Un moment d'échange et de conseil s'est suivi et les maires de la région centrale du Togo repartent avec une expérience qui leur permettra de renforcer leurs actions dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement togolais en termes de reforestation du pays. Une feuille de route qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le début du mois de novembre, le Togo est devenu membre du Global Green Grant Institute ou Institut mondial de la croissance verte. Cette coopération va renforcer la lutte contre les changements climatiques. L'annonce a été faite par le Global Green Grant Institute basé à Séoul en Corée du Sud. Regardez. L'adhésion du Togo au Global Green Grant Institute marque une étape significative dans les efforts du Togo à lutter contre les changements climatiques, faisant ainsi du pays le 48e État membre de cette organisation internationale. Le Global Green Grant Institute et le Togo travailleront ensemble pour un monde résilient à faible émission de carbone, favorisant une croissance forte, inclusive et durable pour tous. Désormais, le Togo a pour objectif d'intensifier ses efforts par le Global Green Grant Institute, démontrant ainsi son engagement envers la lutte contre les changements climatiques. Le Programme mondial Action climatique et développement inclusif CAID du Global Green Grant Institute joue un rôle crucial en soutenant les membres et les partenaires dans l'élaboration de politiques environnementales favorables à la transition vers une croissance verte et à l'action climatique. L'unité CAID abrite une expertise technique transversale pour appuyer les programmes des pays membres et partenaires liés aux priorités opérationnelles mondiales du Global Green Grant Institute. Le Global Green Grant Institute est une organisation internationale intergouvernementale dédiée à la promotion d'une croissance économique robuste, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes. Elle s'engage à accélérer les programmes nationaux du Global Green Grant Institute en matière d'éradication de la pauvreté et d'égalité des sexes grâce à des opérations organisationnelles. Actualité hors de nos frontières à présent, les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale COMIAC ambitionnent de maintenir et d'accroître leur niveau d'absorption du carbone par leurs forêts. Ainsi, ces pays ont opté pour la création des aires protégées dont le nombre actuel est estimé à 208 et occupe 800 000 km². Ils appellent également les grands pollueurs à respecter leur engagement et à soutenir l'adaptation au changement climatique. Irène Papadino. À ce jour, l'Afrique centrale possède environ 25 millions d'hectares de forêts aménagées, dont 5,8 millions certifiés, suivant les standards de gestion responsables. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a réitéré son appel aux pays développés à honorer leur engagement à financer les projets d'adaptation au changement climatique.
Le COMIAC est engagé à œuvrer de manière concertée pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale à travers la déclaration de Yaoundé. Un plan de convergence a été élaboré sur les stratégies d'harmonisation et de coordination et de suivi de la mise en œuvre des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. La mise en œuvre de ce plan de convergence a permis au bassin du Congo de devenir aujourd'hui le premier poumon vert de notre planète avec un bilan net de carbone d'environ 610 millions de tonnes par an. Les dirigeants des pays membres du COMIAC souhaitent une meilleure mise en compte des enjeux liés à la conservation, au prix équitable pour les crédits carbone, à la gestion durable des ressources naturelles du bassin du Congo. Le gouvernement brésilien a annoncé la semaine dernière une baisse de 22,3% en un an de la déforestation en Amazonie. Celle-ci est tombée à son niveau le plus bas depuis 5 ans. C'est le meilleur constat observé depuis 2015 selon l'Institut national de recherche spatiale du pays. Commentaire signé Rafietou Mberikou. Le Brésil est sur la bonne voie pour atteindre son objectif en matière du changement climatique. La semaine dernière, le gouvernement brésilien a annoncé une baisse de 22,3% en un an de la déforestation en Amazonie, un meilleur résultat en 4 ans. Selon le système de surveillance de la déforestation PROD de l'Institut national de recherche spatiale, 9001 km² de forêts primitives ont été détruits entre août 2022 et juillet 2023, soit une baisse de 22,3% par rapport à la période août 2021-juillet 2022. Des résultats accueillis favorablement par la coalition de groupes de défense de l'environnement et qui mènent le Brésil vers l'atteinte de ses objectifs climatiques. C'est le meilleur constat observé par l'Institut national de recherche spatiale depuis 2019, point de départ d'une flambée de l'exploitation forestière dans la forêt amazonienne qui atteint un pic de 13 038 km² détruits entre août 2020 et juillet 2021. Du jamais vu en 15 ans, a souligné l'Institut national de recherche spatiale. Selon le gouvernement brésilien, la réduction du reboisement entre août 2022 et juillet 2023 a permis d'éviter l'émission de 133 millions de tonnes de CO2, soit 7,5% au total émis par le pays. Le président Luiz Inácio Lula da Silva s'est engagé à réduire à zéro la déforestation au Brésil d'ici 2030 en inversant les politiques environnementales de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, sceptique à l'égard du changement climatique. Lors d'une conférence de presse pour présenter les résultats, la ministre de l'Environnement, Marina Silva, a déclaré que l'Amazonie avait été la cible d'une profusion de crimes ces dernières années après un démantèlement complet de la structure de gouvernance environnementale. Mariana Napolitano, directrice exécutive du Fonds mondial pour la santé, se félicite de cette réduction significative mais a mis en garde le niveau très élevé de la dégradation en Amazonie qui s'étend sur 59% du territoire brésilien. Nous assistons à un scénario d'incendie extrême dans une forêt tropicale qui normalement ne brûle pas spontanément, a-t-elle dit à l'AFP. Selon le Fonds mondial pour la nature, l'Amazonie a enregistré son pire mois d'octobre depuis 15 ans avec 22 000 départs de feu, soit une augmentation de 59% par rapport au même mois de l'année dernière. Planter 15 milliards d'arbres d'ici à 2032, c'est l'ambitieux plan de reboisement du gouvernement kenyan. Ainsi, hier 13 novembre a été décrété comme jour férié afin de planter des arbres dans tout le pays. Cette action vise à renforcer la couverture forestière du pays qui est actuellement de 7%. Viva Samana, plus de détails. Le gouvernement kenyan a annoncé il y a quelques jours le 13 novembre comme jour férié pour planter des arbres dans tout le pays. Cette décision entre dans le cadre de son ambitieux plan visant à planter 15 milliards d'arbres d'ici à 2032. Nous avons pour ambition de planter 15 milliards d'arbres en 10 ans, soit 1,5 milliard d'arbres par an.
Le comté de Nairobi doit donc faire croître entre 10 et 15 millions d'arbres sur cette période. Nous devons être présents, jouer notre rôle et être patients afin de participer à l'histoire qui fera passer la couverture forestière de 12,3% à 30% sur les 10 prochaines années dans la capitale. Le ministre kenyan de l'Intérieur Kithure Kindiki a affirmé que le gouvernement a déclaré un jour férié spécial le 13 novembre 2023, au cours duquel le public dans tout le pays devra planter des arbres en guise de contribution patriotique aux efforts nationaux visant à sauver le Kenya des effets désastreux du changement climatique. La couverture forestière du Kenya est actuellement à 7%, mais le gouvernement a prévu plus de 80 millions de dollars dans le but de porter cette couverture forestière à 10%. Le président William Ruto a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence il y a plus de 5 ans. Les familles des victimes de la catastrophe d'un barrage en 2018 au Kenya seront indemnisées. Elles ont conclu un accord à l'amiable avec le propriétaire de l'installation qui avait cédé aux fautes pluies, faisant une cinquantaine de morts. Léon Sago pour le commentaire. Dans un accord négocié par la Commission kenyane des droits de l'homme, le propriétaire du barrage a accepté de payer $8,000 aux adultes, $5,300 pour les mineurs, a indiqué la commission dans un communiqué. L'incident s'est produit en 2018, lorsque le barrage de Solaï s'est effondré après de fortes pluies et que l'eau a inondé les champs d'une ferme de café commercial de 3000 acres, emportant des maisons et les fermes en aval. Au moins 47 personnes, dont 20 enfants, ont trouvé la mort selon la commission. Il y avait également des milliers de personnes déplacées dans leurs maisons quand l'eau du barrage avait envahi les villageois. Dans cette affaire, les propriétaires du barrage ont été accusés du fait d'avoir omis de préparer un rapport d'évaluation de l'impact de l'environnement avant la construction de l'installation. Les experts ont ajouté au tribunal que le barrage, qui est situé dans la région de Nakuru, ne disposait pas d'un système de drainage adéquat, d'où son effondrement. Le Nigeria vient d'adopter les directives de l'Organisation maritime internationale OMI sur le contrôle et la gestion de l'encrassement ou salissure biologique des navires en vue de réduire le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest, ces espèces mettent en danger la biodiversité et l'écosystème marin ainsi que les vies humaines. Regardez. Au Nigeria, les activités maritimes ont des incidences négatives sur la vie marine. L'une de ces incidences est l'encrassement biologique qui consiste en l'accumulation d'organismes aquatiques sur les surfaces ou coques des navires accostant au port. C'est dans ce contexte que le Nigeria a récemment adopté les directives de l'Organisation maritime internationale OMI pour réduire au maximum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes par le biais de l'encrassement biologique. En effet, ces espèces aquatiques qui s'accrochent sur les coques des navires peuvent survivre au voyage pour ensuite se reproduire dans un autre milieu. Elles deviennent alors envahissantes en se développant plus vite que les espèces indigènes et dans des proportions nuisibles. S'il est vrai que l'exploitation efficace et en toute sécurité des transports maritimes modernes est inconcevable sans eau de ballast, les innombrables espèces aquatiques envahissantes présentes dans ces eaux peuvent constituer une grave menace sur le plan environnemental, économique et sanitaire. Sur le plan environnemental, la croissance rapide de ces espèces aquatiques envahissantes influencerait l'évolution de la faune et de la flore. Une bonne gestion de l'encrassement biologique pourrait contribuer à protéger la biodiversité marine en empêchant le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Le comportement hydrodynamique des navires pourrait aussi améliorer car ces salissures sur les coques ajoutent considérablement à la résistance du navire avec de graves conséquences tant sur les dépenses de combustible que sur les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. L'Indonésie a inauguré la semaine dernière un immense parc solaire d'un coût de plus de 100 millions de dollars. C'est la plus grande ferme solaire flottante de l'Asie du Sud. Cette initiative est une étape importante dans les efforts de l'archipel pour augmenter sa capacité de production d'énergie renouvelable, une source qui reste encore sous-développée. Commentaire Rafietou Bereko.
D'une capacité de 192 MW crête, le parc flottant de Sirata est construit sur un lac artificiel de 200 hectares dans l'ouest de la grande île de Java, à environ 130 km de Jakarta, la capitale indonésienne. Il est le plus grand parc de l'Indonésie, entouré de rizières en pleine nature. Le parc solaire de Sirata comprend 340 000 panneaux solaires et doit couvrir le besoin en électricité de 50 000 foyers. Le projet de construction de ce parc est le fruit de la collaboration entre la Société nationale d'électricité d'Indonésie et la société d'énergie renouvelable Masdar basée à Abu Dhabi. Il a nécessité 3 ans de travail pour un investissement de 100 millions d'euros. Nous sommes parvenus à construire le plus grand parc solaire flottant d'Asie du Sud-Est et le 3e au monde, a déclaré le président indonésien Joko Widodo lors de l'inauguration. L'objectif de Jakarta est de baisser ses émissions de carbone pour réduire un niveau maximum de 250 millions de tonnes d'ici 2030. Confrontée à des problèmes de pollution atmosphérique, l'Indonésie s'était engagée à ne pas construire de nouvelles centrales au charbon à partir de 2023 contre un objectif précédent de 290 millions de tonnes. Mais malgré les protestations des militants écologistes, le pays continue de construire les centrales déjà prévues. Les énergies solaires et éoliennes représentent actuellement chacune moins de 1% du mix énergétique d'un pays qui vise la neutralité carbone en 2050 pour son secteur d'électricité, encore fortement dépendant du charbon, afin de sécuriser un financement à hauteur de 20 milliards de dollars. L'Australie offre le droit de vivre aux Tuvalais sur leur territoire dans un traité. Les habitants de l'État polynésien de Tuvalu sont en effet chassés par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Une bonne partie de l'archipel est déjà submergée par l'eau. Suivons ce commentaire de Léon Sago pour plus de détails. L'archipel des Tuvalu fait partie des nations les plus menacées par le changement climatique. Pour venir en aide à ses 11 000 habitants, l'Australie a annoncé que ses habitants bénéficieront des droits spéciaux pour s'installer et vivre dans le pays en vertu d'un traité rendu public par les deux États. Dans ce communiqué conjoint du Premier ministre australien Anthony Albanese et de son homologue de Tuvalu Kosea Natano, il est stipulé que le peuple de Tuvalu mérite d'étudier et de travailler ailleurs. Ce traité engage l'Australie à venir en aide à Tuvalu en cas de catastrophe naturelle. Les Tuvalais pourront bénéficier d'un accès aux services australiens qui leur permettront une mobilité dans la dignité, précise le texte qui doit encore être ratifié. Il prévoit l'arrivée dans un premier temps de 280 Tuvalais afin d'éviter une fuite de cerveau. Le traité déplore aussi cette réaction tardive puisque les effets du dérèglement climatique se font déjà sentir avec 2 des 9 atolls de l'archipel qui sont déjà largement submergés par l'eau. La signature de ce traité peut être perçue comme stratégique par Canberra, qui veut étendre son influence sur le Pacifique face à la présence de la Chine. Ce rapprochement ne va pas de soi, puisque l'économie australienne est dépendante du charbon et des exports de gaz, 2 secteurs qui jouent un rôle déterminant dans le réchauffement climatique qui condamne ces îles et archipels du Pacifique. Rappelons que le niveau moyen des mers a augmenté de 23 cm depuis 1880, avec une hausse accélérée ces 25 dernières années. Selon le dernier rapport des spécialistes du GIEC, il aura gagné 30 cm de plus d'ici 2050 et 77 cm d'ici 2100. Combiné aux catastrophes naturelles et à la hausse des températures mondiales, ces États insulaires deviendront inhabitables et seront avalés par les océans d'ici la fin de ce siècle. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.